de la présidence de la République, nous apprenons la mort aujourd'hui de Kitenge Yesu, haut représentant du président de la République. Âgé de 76 ans, il a rendu l'âme à l'hôpital médecin de nuit des suites d'un malaise. Robert Ndakisese nous en parle. La nouvelle est tombée tôt ce matin du lundi 31 mai 2021 comme un coup de foudre. Âgé de 76 ans, le haut représentant et envoyé spécial du chef de l'État Kitenge Yesu est décédé dans la nuit de dimanche à lundi 31 mai 2021. Selon les sources de la présidence de la République, Kitenge Yesu est décédé dans la nuit de dimanche à lundi 31 mai 2021, selon les sources de la présidence de la République. D'après les premières informations, Kitenge Yesu avait fait une crise avant d'être acheminé à l'hôpital où le décès a été constaté. Mon petit engagé, Kitenge Yesu, a eu un parcours politique remarquable. Il est passé par le RCD avant de diriger la Convention des Républicains jusqu'en 2018, année de sa retraite de la scène politique après 59 ans de vie politique. À l'avènement de Félix Tshisekedi à la magistrature suprême, Feu Kitenge Yesu a été nommé haut représentant et envoyé spécial du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a joué un rôle clé dans la formation de l'Union sacrée de la nation. Des réactions, des tristesses fusent de partout comme C8, Honoré Voula, Peter Kazadi et tant d'autres. Son décès est un vide incommensurable pour le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui rassemble les leaders congolais pour un avenir radieux du peuple congolais. Ancien ministre de la Communication, l'homme savait communiquer par ses phrases philosophiques. Que son âme repose en paix. Lisons à présent les nouvelles du volcan Nyiragongo. Actuellement, il n'y a pas anomalie à signaler au niveau du lac Kivu. En cas de changement rapide, il sera recommandé de s'éloigner de la zone littorale. Affirmation de l'Observatoire volcanologique de Goma dans un communiqué publié aujourd'hui. Un survol a montré l'existence des fractures fumantes parallèles aux fractures éruptives du 22 et 23 mai dont la date de formation exacte reste à évaluer. Pour l'heure, la localisation des séismes de la direction de déplacement GPS indique un arrêt ou une pause de la propagation de l'intrusion magmatique vers le sud. Plus de précisions au cours de nos prochaines éditions. La fondation Denis Nyakeru Tshisekedi à la rescousse des victimes de la catastrophe naturelle à Goma dans le Nord Kivu. Le représentant de cette structure ont remis des vivres aux sinistrés. La cérémonie est intervenue à Goma dans le Nord Kivu. Reportage. Constitué de l'huile végétale, du haricot, du sucre, du riz et de quoi se procurer de l'eau, cette assistance est inscrite dans la vision d'encouragement de la Première Dame aux chercheurs qui veillent sur la sécurité de la population en surveillant jour et nuit les volcans du massif de Virunga, a fait savoir le représentant de la délégation de la Fondation de Denis Nyakeru. L'objectif de notre visite, c'est la volonté de la Première Dame déjà de témoigner un soutien par rapport à la population de Goma et du Nord Kivu. Et nous sommes là d'abord pour essayer de voir quels sont les besoins d'urgence sur le plan humanitaire. Et nous faisons ce travail-là depuis déjà 2 jours. Mais nous ne pouvions pas venir aussi vous voir vous, parce que nous savons que vous travaillez beaucoup. Nous savons que le travail... les peines que nous avions, maintenant que ça s'ajoute, je pense que ça va encore ajouter de l'énergie pour que nous puissions travailler davantage. Nous tenons à remercier la Première Dame de ce geste généreux, à qualité de moment qu'il puisse encore continuer. Parce que merci beaucoup. Profondément au cœur. En fait, ça se montre que ça commence à changer petit à petit parce que dans les pays sous-développés, la plupart, il n'y a que des moyens qui est alloués à la recherche. Mais voilà que la Première Dame vient de montrer geste qui dit qu'il va commencer à chercher. Pour nous, comme chercheurs, ça nous touche profondément au cœur et nous sommes très contents de ce geste. Cet appui à l'Observatoire volcanologique de Goma est une première depuis que la récente éruption a eu lieu, ont fait savoir les chercheurs après avoir reçu l'aide du gouvernement national qui s'est souvenu de leurs frais de fonctionnement.
En solidarité aux compatriotes de Goma, Moïse Katumbi vient de créer un fonds de solidarité pour les sinistrés de Goma. Il a annoncé devant ses sympathisants et les membres de son parti politique Ensemble pour la République, c'était à Lubumbashi ou au Katanga. Aux malheurs qui secouent les populations de l'Est et de Goma en particulier, l'essentiel de son message leur sera adressé. Il initie sur place la création d'une caisse de solidarité pour soulager les souffrances de ses compatriotes. Un panier circulera déjà sans attendre. La Direction générale de migration vient d'expulser plusieurs expatriés en séjour irrégulier en RDC. Cette pratique est condamnable par la Constitution congolaise. Commentaire Odilon Kayuma. La Direction générale de migration poursuit avec ses contrôles de routine de la régularité des titres de séjour des étrangers. Elle vient de mettre la main sur des étrangers qui détiennent des visas non conformes car n'ayant pas rempli toutes les conditions générales d'octroi des visas. L'établissement a la justification des moyens de subsistance suffisants et honnêtes qui se traduit par la preuve de résidence individuelle et la preuve de revenus par une attestation en relevé bancaire, l'acte de domiciliation de leur rémunération dans un compte ouvert dans une banque locale. Nous sommes à l'immeuble L'Axam dans la commune de la Gombe. Ces étrangers sont dans l'indigence et victimes d'une exploitation de leurs compatriotes. Tenez, ils vivent dans la promiscuité totale au mépris de règles d'hygiène et de bienséance. L'équipe de contrôle de la DGM a fait le constat ci-après. Au 4e niveau de l'immeuble constitué de toiture et terrasse, une partie sert de service cuisine, buanderie et une autre partie a été transformée en dortoir et installation sanitaire. Une grande concentration des lits dans les dortoirs, manque de salles de séjour, local servant de réfectoire très exigu et ne contenant que des nattes, cuisine insalubre et insécure. En pareille situation, la DGM s'est vu dans l'obligation de procéder au retrait du visa et à la reconduction à la frontière de tous ces étrangers non DGM qui chef de l'État de mettre l'homme au centre de son action, tient au respect des conditions pour obtenir un visa de séjour en RDC. Et de ce fait, elle lance un appel à tous les étrangers vivant dans ces conditions de se mettre en règle car elle ne lésinera pas sur les moyens pour appliquer la loi et le contrôle va se poursuivre sans désemparer. Avec le renforcement des capacités des officiers de la police judiciaire sur le marché public. C'était au cours d'un atelier tenu à Kinshasa. Reportage. Pour renforcer le mécanisme de surveillance, des contrôles et des vérifications de la vie nationale, les agents et cadres de cet établissement public ont suivi à l'INAFORGE une formation d'officiers de police judiciaire à compétences restreintes dans les domaines de marché public et les contrats PPP. Les autorités de cette institution ARMP se sont réjouies de l'accomplissement de cette étape cruciale 10 ans après la mise sur pied de la réforme des marchés publics en RDC. Cette formation a été sanctionnée par la remise des brevets aux récipiendaires. Ils étaient au total 30. 60% du budget de l'État va dans le marché public. Ça veut dire qu'on ne peut pas assainir les finances publiques tout en ignorant les marchés publics, d'autant plus que le gros du marché va. Alors, la façon dont les marchés publics, dont les contrôles se font, il y avait cet handicap-là, ce manque de statut des OPJ de la part des agents de l'AREP, parce qu'ils ne savaient pas relever les infractions. Actuellement, ils sont dotés de ce rôle, de cette qualité d'officiers de police judiciaire. Dès qu'ils sont en audit, dès qu'ils sont en travail sur le marché public et les partenaires publics-privés, ils vont relever les infractions, ils vont voir les antivaleurs qui ont été pratiquées par ceux-là qui sont dans les procédures de passation de marché public et saisir directement les procureurs. Et cela aura un impact très important sur les finances publiques. Le directeur général de l'INAFORGE qui a assuré la dite formation promet sa poursuite. La charge que portent ces OPJ désormais dans les domaines des marchés publics est pareille à un couteau à double tranchant.
il faut savoir s'en servir pour qu'il ne puisse se retourner contre vous. Sage conseil du secrétaire général à la justice, Georges Fouloumabimakanda, qui a appelé ses lauréats à l'intérioriser tout au long de leur carrière. Ces OPG à compétences restreintes, une fois assermentés devant le juge, ont promis d'accomplir avec abnégation et dévouement leur mission en vue de sécuriser la gestion des deniers publics de l'État. Et puis les agents et cadres du Fonds de promotion des industries viennent d'être formés sur l'administration des affaires, nous dit Guy Blaise Kitiki. Au total, une trentaine d'agents et cadres du Fonds de promotion de l'industrie ont suivi une formation sur le management au niveau de master pour le compte de l'Université de Moncton au Canada. Cette formation de maîtrise à l'administration des affaires, prise en charge entièrement par l'entreprise, entre dans le cadre du renforcement de capacités, surtout dans la gestion de projet. Pour la remise de diplôme des 5 premiers récipiendaires, l'un des professeurs venus du Canada, Jean-Pierre Boteau, n'a pas tari d'éloge. Et ces hommes que vous voyez, je peux certifier compte tenu du cursus, j'ai été directeur de programme MBA, sont capables d'aborder presque tous les sujets de gestion au sein de l'organisation et nous sommes passés par tous les domaines de gestion. L'un des récipiendaires, au nom de tous, a remercié la direction générale du Fonds de promotion de l'industrie, pilotée par Patrice Kitebiki-Bonnevoul, qui s'est dit être outillé pour améliorer le modèle de gestion du Fonds de promotion de l'industrie. Monsieur le directeur, pour contribuer à l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Pour le directeur général Kitebiki Bonnevoul, le capital humain pour le développement d'un pays est le plus important. Les ressources humaines restent au cœur du management du Fonds de promotion de l'industrie. Il n'aménagera aucun effort. Ces derniers ont la charge de distinguer dans leur savoir-faire, savoir-être et savoir-acquis. Les ambassadeurs de l'université de Moncton, vous avez acquis un savoir-faire et un savoir-acquis. Moi, je voudrais pouvoir compter sur le savoir-être, sur le savoir-faire. Ne serait-ce que sur ce binôme, nous allons construire un changement qui va devenir un changement durable. Un deuxième groupe est en train de se constituer pour une autre vision en administration des affaires. La nouvelle vision du Fonds de promotion de l'industrie, c'est œuvrer dans l'excellence. Une autre formation se tient à Kinshasa sur la stratégie d'entreprise avec l'Institut français TEMIS. Au tourisme, le ministre Modéron Simba a salué l'avancement des travaux sur le site touristique Aquasplash situé dans la commune de Limete. C'était au cours d'une visite d'inspection. Reportage. C'est un projet touristique qui se veut être le premier parc aquatique en Afrique centrale. Aquasplash, une filiale du groupe Aqua Loisirs, bénéficie d'un accompagnement du gouvernement congolais, bien qu'il est financé sur fonds propres. Effectuant une ronde dans l'enceinte de ces sites pour s'imprégner personnellement de l'avancement de travaux, le ministre du Tourisme, Modéron Simba, a visité quelques infrastructures touristiques disponibles destinées à tous les âges, entre autres une piscine à vagues, une rivière tranquille combinée d'un aquarium souterrain, des glissades, une pluie dansante, bref, un espace de jeu bien équipé, pouvant occuper les enfants. Dans une ville de plus de 12 millions d'habitants, lorsqu'il y a un privé qui investit dans ces domaines, nous devons l'encourager et l'accompagner. J'ai fait le tour des installations, j'ai compris que les projets déposés dans mon cabinet n'est pas différent de ce qu'on a trouvé sur terrain. Malgré la situation de la Covid, met un peu les travaux en retard par rapport aux objectifs d'inauguration au mois de juillet, mais l'entreprise m'a rassuré que d'ici le mois d'août et que Aquaplash va ouvrir ses portes au Quinois. Des chambres et suites, des installations pouvant garantir un séjour de rêve, des restaurants et bars pour une détente aisée. En famille sont aussi prévus. Les parcs d'attractions disposent aussi d'une petite infirmerie avec ambulance pour le premier soin en cas de soucis de santé.
Rendons-nous dans la province de Chikapa où la société civile a dénoncé l'exploitation illicite du diamant par les creuseurs artisanaux. Cette exploitation s'exerce dans les zones habitées. La ville de Chikapa, chef-lieu de la province du Kasaï, est en voie de disparaître sur la cartographie de la République démocratique du Congo. Pour cause, l'exploitation illicite de diamants par les creuseurs artisanaux dans des maisons d'habitation et d'autres sites se trouvant en pleine ville tels que Kabouatou, Sokajik, Kamakonde, où cette exploitation se passe à ciel ouvert aux grandes dames des autorités provinciales qui gardent un silence des cathédrales. Conscients de jouer pleinement les rôles qui est leur afin de stopper cette hémorragie, les acteurs de la société civile du Kasaï montent au créneau et condamnent l'exploitation illicite de diamants en plein centre-ville de Chikapa. Gilbert Ngoï, de la nouvelle Société civile et bonne gouvernance. L'exploitation illicite de diamants dans la province du Kasaï, particulièrement dans la ville de Chikapa, c'est un fait vrai. Un fait vrai parce que nous avons eu à les constater non seulement à une seule fois, mais à plus d'une fois. C'est vrai qu'il y a des creuseurs clandestins qui essayent de profiter dans de ravins, ainsi de suite. Mais là où c'est vraiment inquiétant, c'est lorsque on voit, où on assiste à cette exploitation en pleine journée. Et c'est là en présence même de certains services chargés de faire respecter la loi. Maître Corneille Mbombongendo, président du cadre des concertations provinciales de la société civile du Kasaï, formule ici ces différentes recommandations à l'endroit des autorités provinciales. Une grande exploitation se fait ici à Dibumba 1, où il y a plusieurs sites d'exploitation. Et c'est là, c'est encouragé par l'autorité et ceux qui ont aussi des titres qui se disent des titres d'exploitation en pleine ville. Donc nous disons que c'est en pleine ville, non seulement à Dibumba 1, mais il y a aussi à Kélé et au centre et dans d'autres endroits où on est en train d'exploiter. Tout le monde doit prendre conscience et que ces exploitations cessent parce que ça laisse à désirer et ça ne montre pas vraiment la civilité. C'est comme si on est encore un civil. Que disent les textes légaux en matière de l'exploitation de pierres précieuses dans des périmètres non autorisés par la loi? Évariste Machocho Pangou, chef de division de mines et géologie de la province du Kasaï, explique. La loi n'autorise pas l'exploitation de diamants dans une ville. Le législateur lui-même a parlé dans le code minier, en son article 279, qui stipule sur les zones de restriction, c'est-à-dire dans une ville, là où les maisons d'habitation des gens, l'exploitation des diamants ne peut pas avoir lieu. Les sanctions prévues par la loi, c'est d'arrêter d'abord cette exploitation, appréhender les récalcitrants et les faire payer les amendes fortes pour décourager cette pratique. Ocean Katokumbani, habitant de Chikapa, qui dénonce le silence coupable des autorités locales pour ce qui est de l'exploitation illicite de diamants dans des quartiers résidentiels, veut le voir prêcher par l'exemple. Les autres ont fait montrer qu'il y a aussi les autorités qui sont impliquées dans les exploitations anarchiques. Nous faisons appel à leur conscience pour qu'ils puissent commencer parce que l'exemple vient d'en haut. Les épouses des militaires et policiers dont le mari se retrouve au front ont été réconfortés par la ministre du Genre, Famille et Enfants. Dans sa JBCR, Gisèle Ndaya a apporté des vivres aux familles des militaires et policiers dans différents camps militaires de la capitale. Yolande Voka nous en parle.
Déjà en amont, elle s'était lancée dans une série d'activités de quinzaine de familles depuis le 15 mai. La ministre du Genre, Famille et Enfants, Gisèle Ndaya Luceba, est allée réconforter les familles de policiers et militaires dans différentes casernes de la capitale, surtout ceux engagés dans la mission de pacification dans l'Est de la République démocratique du Congo. Dans sa gibecière, la patronne du genre, Gisèle Ndaya Luceba, avait 2 sacs d'haricots, du riz, du sel, d'huile et autres produits de première nécessité. Quand quelqu'un est au fond, vous savez très bien qu'il n'a pas le cœur net. C'est comme ça que nous, en tant que responsables, nous nous sommes dit, nous pouvons peut-être visiter les familles, leur apporter le soutien moral et pour pas quelque chose comme matériel. Grande a été la joie de bénéficiaires. Ma ministre. Nous remercions Madame la ministre du Genre, Famille et Enfants pour l'assistance qu'elle a daigné apporter aux familles de militaires dans 2 casernes. Souhaitons que ce geste poursuive. Cette tournée dans le camp Badiadine, Kokolo, Kabila, Lufungula a clôturé la série des activités de quinzaine de familles initiées par la ministre du Genre, Famille et Enfants, Gisèle Ndaya Luceba. Le Senapi vient de renforcer ses capacités de production. Cette structure du ministère du Budget vient de se doter d'une nouvelle machine d'imprimerie. Rikin Zuluya. Le service national des approvisionnements et de l'imprimerie Senapi renaît de ses cendres sous l'impulsion du président de la République Félix Antoine Tshisekedi. De nouvelles machines modernes ont été acquises et seront installées sous peu. Les imprimés officiels de valeur, les imprimés scolaires comme les bulletins, journal de classe, cahiers de communication sont désormais à même d'être produits sur place. Une joie énorme, telle qu'exprimée par le directeur administratif et financier du Senapi, Okaviyaka, qui a représenté le directeur général Youssouf Binsambi. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour le Senapi. En fait, après 40 ans de léthargie, aujourd'hui nous voyons le Senapi renaître de ses cendres. Mais cette renaissance tient à un homme. Nous citons le nom de chef d'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui s'est investi pour que le Senapi soit relancé, modernisé. Et pour cela, il y a des mesures qui ont été données, que tous les marchés de l'État, tous les marchés d'impression puissent passer par le Senapi. Et pour atteindre ce grand objectif, il a soutenu et autorisé le partenariat avec la société FDN, aujourd'hui qui vient en appui au Senapi avec cette grande machine rotative qui va permettre la relance parce que c'est une grande machine de 40 mètres sur 2 mètres et demi et qui pourra, comme un début, relancer toutes les activités de Senapi. Le partenariat avec la firme Jabal Nour FBN met fin à 40 ans de disette de ces services publics de l'État. Les œuvres culturelles des feux professeur émérite Alfred Liolo ne seront jamais oubliées dans la mémoire des Congolais. C'est ce qui justifie le lancement de la cérémonie dénommée Exposition posthume des œuvres de Liolo. C'est la ministre de la Culture, Art et Patrimoine qui a présidé cette cérémonie. Rodépanda nous en dit plus. C'est vers la tombée de la journée du jeudi 27 mai que la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Catherine Katung Farah, a procédé au lancement de l'exposition posthume des œuvres de feu professionnel sculpteur Alfred Liolo. Personnalités politiques, artistes et tout acteur du monde culturel ont répondu massivement à cette cérémonie organisée dans la salle des Kid Art Studio située dans la concession de Texaf, ex-Itex Africa, dans la commune d'Ngaliema, pleine jusqu'à déborder. Geste d'inclinaison de Catherine Katung, ministre de la Culture, Art et Patrimoine, signe de reconnaissance de l'heureuse mémoire de ces grands personnages, ce pour lui rendre un vibrant hommage de son rang à cause de tous les beaux services rendus à la nation congolaise, en Afrique et au monde, avec la qualité d'un sens de patriotisme méritant ainsi le rôle de l'un des ambassadeurs de la culture congolaise. Pour avoir pensé à initier cette exposition des œuvres de Liolo du 28 mai au 5 juin prochain, Miyoto Liolo, fille de feu professeur Alfred Liolo et coordonnatrice de la fondation Liolo, Catherine Katung, lui a adressé une mention d'encouragement. Attachée à la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sous la houlette de son premier ministre Sama Lukonde, Catherine Katung
a rappelé à l'assistance la vision culturelle du premier citoyen de tous les Congolais qui dit « La culture constitue le capital humain duquel jaillira le génie de demain capable d'inventer les solutions adaptées aux équations de notre propre avenir. » Dixit Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et le chef du gouvernement Jean-Michel Sama d'enrichir dans son programme la volonté de soutenir et immortaliser les icônes qui ont porté haut l'étendard de la culture congolaise, a martelé la patronne de la culture, art et patrimoine. La recommandation de la ministre à l'endroit de l'assistance et la Fondation Liolo, c'est de tirer de belles leçons, d'apprendre et admirer les œuvres réalisées par le professeur émérite Alfred Liolo avec le plus grand soin, expression de son âme. Les équipes de la Société nationale d'électricité viennent de procéder à la réhabilitation et à la modernisation du groupe de Sekudinga 2. Objectif, garantir la fourniture électrique et préserver l'outil de production de cette entreprise. Un élément de Yvette Makontima rendu par Cédric Kinina. Un groupe de secours électriques et un autre en fonctionnement d'urgence sont utilisés pour des situations comme celle-ci car ils permettent de compenser en cas de défaillance du réseau électrique et devenir finalement la source principale d'énergie. Ceci dit, chaque centrale hydroélectrique doit avoir un groupe de secours, les Kadinga 2, qui en compte deux, les GS1 et les GS2. Des groupes qui fonctionnent à tour de rôle pour alimenter les auxiliaires de la centrale en cas de baisse ou absence de tension, notamment le blackout. Ces deux groupes installés au même moment que les 8 groupes principaux qui produisent une puissance installée chacun des 168 MW viennent donc d'être réhabilités et modernisés pour garantir une fiabilité et la sécurisation bien sûr des auxiliaires Dinga 2. Travaux réalisés pendant 12 mois dans le cadre du projet fiabilisation, réhabilitation des installations de production et transport initié par le directeur général de la SNEL SA, exécuté par le groupement général électrique et Ardis Hydro. Les deux groupes ici qu'on vient de visiter ont été réhabilités. Ce n'est pas qu'il y avait une grande panne, mais ils ont fait dans le temps, ils ont fait un grand fonctionnement et on devait passer à une technologie récente. C'est pourquoi on a pensé de réhabiliter ces machines. Elles ont été réhabilitées et aussi modernisées. On veut montrer que non seulement on travaille sur des grosses machines, mais il y a aussi le groupe de secours que nous modernisons de manière à ce que tout à Inga 2 soit neuf. Contrairement à d'autres centrales de la SNEL où l'on retrouve des groupes électrogènes, ici on parle de deux groupes hydroélectriques à axe horizontal de plus ou moins 500 kW chacun. L'atelier régional conjoint des pays de la communauté économique des États d'Afrique centrale a fermé ses portes dernièrement à Kinshasa. L'accent a été mis sur le développement durable des ressources naturelles pour l'observation de la terre. Christine Lenzo et Raphaël Sadi ont signé ces reportages. Pour améliorer les conditions socio-économiques de la population, il est plus qu'urgent que l'Afrique centrale intègre les technologies innovantes d'observation des terres. Des options concrètes ont été levées lors de l'atelier régional conjoint organisé par la CEAC à travers la SICOS et la GEOS pour la gestion durable des ressources naturelles de la sous-région. Ce, à travers le programme GMS Africa. Au cours d'une conférence de presse, les organisateurs ont pu donner l'éclairage sur l'importance et le rôle que les satellites est appelé à jouer dans la recherche des données spatiales à mettre à la disposition des États et à temps réel. Le programme GMS en Africa est une collaboration entre l'Europe et l'Afrique. Le programme, c'est à 30 millions d'euros que le programme coûte sur 3 à 4 ans. 30 millions d'euros, vous savez, pour toute l'Afrique, c'est beaucoup, mais c'est peu. L'intention du programme, c'est de servir ou d'être comme une plateforme de l'art pour éveiller les consciences des décideurs locaux. Il s'y est rappelé que parmi les recommandations de ces 3 jours d'atelier, les experts venus des pays d'Afrique centrale et ceux de l'Union africaine et de la CEAC, la SICOS et la GEOS se sont convenus de mutualiser les compétences pour aboutir à la standardisation des produits, de renforcer les capacités institutionnelles et humaines en mettant en place des formations, des transferts de compétences, en mettant en place aussi des politiques de genre dans les institutions.
Ajoutez à cela la prise en compte des institutions nationales productrices de données dans la sous-région comme la RVF et IRSEN, aussi l'intégration des unités d'enseignement et des recherches sur les applications spatiales dans les curricula académiques, pour ne citer que ces cas. C'en est fini pour ce journal. Merci d'avoir suivi. L'actualité continue sur la RTNC, votre chaîne nationale. 16h à la présentation Nanumba. Un clin d'œil à Patrick Bapouila qui souffle sur une bougie de plus dans sa vie. Au revoir et à la prochaine.